Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous. C'est merveilleux hein, parce que quand on regarde toutes ces personnalités qui sont venues, bon, il y en a qui sont des grandes figures, il y en a qui ne sont plus là, beaucoup. Puis il y en a un qui est encore là, qui était encore là ce matin, Edgar Morin, dans le Grand Amphi. Je ne sais pas si vous y étiez ce matin. J'y étais pas, mais il paraît que j'ai raté quelque chose. Je m'appelle Arnaud de Saint-Simon. Je suis ravi de vous accueillir. Ça fait longtemps que j'anime ou que j'interviens, ou que j'anime des conférences et des débats à la Cité, dont je trouve que c'est juste un rendez-vous unique et merveilleux, dans un endroit merveilleux, avec des thèmes forts, des invités toujours de qualité, et puis cette idée d'interaction avec le public, d'éviter le PowerPoint, le speech, le discours maîtrisé et descendant. Alors tout à l'heure, j'étais là, je regardais prendre le temps, je me disais, mais le thème du débat aujourd'hui, c'est on n'a pas le temps. On n'a plus le temps. Et en même temps, je parlais avec Carlo de la Slow Food, de la Slow Life. Je me dis, mais peut-être que
justement, l'idée de la sobriété, c'est prendre son temps, justement. Alors, ce sujet-là, aujourd'hui, ça parle de changer nos comportements. Alors, ça parle de changer les comportements des entreprises, des administrations, des pouvoirs publics, des consommateurs. Je crois qu'on parle beaucoup de l'écologie aujourd'hui. On en a beaucoup parlé dans les médias. On en a beaucoup, peut-être pour certains, pas assez parlé dans la campagne, mais enfin, on en a quand même beaucoup parlé. On en parle pas mal au niveau des entreprises. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça au niveau des consommateurs. C'est-à-dire, comment je peux faire ma part? Comment je peux faire ma part, ou comment les entreprises et les institutions peuvent m'aider, me mettre en mouvement et faire ma part. Alors, il y en a certains d'entre nous qui, peut-être, sont dans un état de sidération. Qu'est-ce que je peux faire, moi, face à l'ampleur du problème? Qu'est-ce que je peux faire, moi, colibri? Vous connaissez tous, je pense, la fable du colibri, et du colibri qu'on invite à faire sa part. Et puis, peut-être que aussi, il y a des fois, on ne sait pas très bien quoi faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est efficace? Qu'est-ce qui a de l'impact dans nos comportements? On en parlera aujourd'hui aussi, et c'est une autre source d'interrogation. Il y a aussi cette idée que tout le monde se renvoie un peu la balle. Non, mais moi, je veux bien faire dans mon immeuble, mais le voisin, il ne fait pas. Alors, si le voisin, il ne fait pas... Oui, mais moi, je veux bien faire, mais mon entreprise, elle veut... Oui, mais moi, je... Oui, mais bon, si les politiques, eux aussi, voilà. Comment est-ce qu'on sort de ça? Comment est-ce qu'on arrête de se renvoyer la balle, finalement? Et puis aussi, peut-être que certains sont dans le déni. Le déni, c'est confortable, c'est parfaitement compréhensible. D'ailleurs, c'est difficile d'arrêter de fumer quand on est jeune, et c'est peut-être difficile de changer ses comportements quand on parle de 2100, de 2050 et de 2030 maintenant. Voilà, mais peut-être que pour certains, c'est un petit peu difficile. Et peut-être aussi que on est effrayé par ce dont on va parler aujourd'hui, qui est changer radicalement de comportement, alors que normalement on met des générations à changer d'état d'esprit. Parce que on va parler aujourd'hui de la croissance, mais tout dans la vie est croissance. L'être humain, il croît, la végétation et la nature, elles croient. Voilà. Nous avons été biberonnés à la croissance et aussi à la consommation. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait avec dans notre rapport à la consommation? Le philosophe Gilles Lipovetsky, la consolation, il appelle. Voilà. Comment est-ce qu'on se console quand on consomme moins? Voilà. Donc c'est pas facile. Voilà, on va parler peut-être de décroissance ou de choix ou forcément de renoncement à dire on va gérer cette transition en douceur est à mon avis une mystification. Ça demandera forcément des changements difficiles. Et au fond, l'objectif, et je terminerai avec ça, c'est peut-être de vivre simplement pour que simplement d'autres puissent vivre. Ça, c'est la phrase de Gandhi. Alors, j'ai avec moi des invités, 4 invités. J'ai avec moi Étienne Bressou. Étienne, lui, il dirige BVA Consulting, BVA Nudge Consulting, pardon. Donc c'est un brillant universitaire qui a intégré l'entreprise dans un second temps. Il dirige les programmes de recherche-développement et il a tout un travail universitaire. Alors, il est passionné par les nudges. Qui sait ce que c'est qu'un nudge? Bon, il y a un petit peu... Hein? Il y a un petit peu d'évangélisation. Voilà. Donc, il va nous expliquer. Donc, il est spécialisé. Il n'est pas spécialisé. Il est passionné par les nudges et l'éducation. Et il a écrit 3 livres, dont, je crois, le plus connu, me semble-t-il, c'est « Nudge et au coup de pouce pour mieux apprendre, former et se former avec les sciences comportementales ». À côté de lui, Nicolas Furet, lui, il est secrétaire général de Citeo. Qui connaît Citeo? Voilà. Donc, Citeo, ça s'appelait éco-emballage avant, on peut dire. Hein, oui. Donc, ça s'appelait éco-emballage, ça s'appelle maintenant Citeo. Éco-emballage et écofolio. Et écofolio, voilà. Donc, Nicolas, lui, il est passé à la Compagnie du Rhône. Alors, j'ai appris que la Compagnie du Rhône, elle gérait donc
tout ce qui était consommation, production hydroélectrique sur le Rhône. Il a fait un long passage et il a rejoint Citeo il y a 8 ans. Il s'occupe de toutes les dimensions RH, finances, juridiques, relations institutionnelles, etc. Alors, quand on parle avec lui, vous le verrez, c'est quelqu'un qui est convaincu que les entreprises ont un rôle clé à jouer dans, évidemment, la transition écologique et aussi peut-être dans, pas forcément la transformation des comportements, c'est fait très instrumental, mais en tout cas dans la sensibilisation. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui croit beaucoup dans les entreprises et leur mission, puisque Citeo est une des premières entreprises à mission, ça fait au moins 2 ans, mais il n'y avait pas tant d'entreprises à mission à cette époque-là. Et puis, nous avons à côté de nous, à côté de Georgina. Alors, Georgina, elle a été, c'est une scientifique, elle a commencé sa carrière dans la compagnie pétrolière dans son pays natal, mais je le dis parce qu'on l'entend à peine qu'elle est argentine. Voilà. Elle a fait un long passage au ministère de l'écologie et de l'énergie en France. Elle a été représentante de la France à l'Agence internationale de l'énergie. Elle a été également chez Engie. Et Georgina, elle est depuis 4 ans, directrice de l'excellence environnementale de Paris 2024, donc du COJO. Et je peux vous dire que je savais que le projet olympique était durable ou vertueux, mais vous l'écouterez, c'est assez bluffant tout ce que fait le COJO et tout ce qu'il lui reste à faire aussi, on verra. Et puis Carlo Petrini, voilà, c'est une figure, Carlo. C'est une figure, il a été journaliste, il a été militant politique, diplômé de sociologie. C'est le fondateur, avant qu'on en parle, du mouvement Slow Food, hein, qui prônait, on va dire, à la fois un rapport à l'alimentation, à l'agriculture plus lent, et aussi plus généralement à la vie. Donc c'est devenu beaucoup plus à la mode après, mais il a été très, très initiateur. Et Carlo, c'est un militant infatigable et très énergique, vous le verrez, pour une alimentation bonne et juste pour tout. Alors c'est un pourfendeur de la malbouffe. Donc il a reçu de nombreuses distinctions internationales pour son travail sur l'écologie et il est également l'organisateur, ou en tout cas l'initiateur d'un grand événement à Turin qui s'appelle Terra Madre, qui est le plus grand événement international dédié à l'alimentation. Et puis, nous devions avoir avec nous, de toute façon, il n'y avait pas la place, c'est méchant. Nous devions avoir avec nous Valérie Masson, d'Elmotte, qui est directrice de recherche au CEA, mais Valérie, hélas, a le Covid et s'excuse auprès de nous de son absence. Comment ça va se passer ? On va avoir une petite vingtaine de minutes de questions-réponses avec mes invités. Ensuite, nous allons avoir, puisque nous sommes à la Sorbonne, et si la parole est aux étudiants, nous n'avons que 2 étudiants pour représenter le monde étudiant, mais ils ont préparé un certain nombre de questions. Donc, ils vont poser des questions à nos 4 intervenants. Et ensuite, vous pourrez interagir aussi. Voilà. Donc, on est en 3 temps ensemble pour à peu près 90 minutes, un petit peu moins maintenant. Voilà. Ça vous va ? Ok. Alors Étienne, vous avez un micro parce que je crois que voilà. J'ai un micro. On a une pénurie de micros. Ça va, ça fonctionne. Il n'y a pas de micro pour tout le monde. C'est bien, voilà. On a un micro. C'est pas très Covid ça, mais on a un micro pour tous les intervenants. Bon. Étienne, est-ce que vous pouvez juste nous définir, c'est quoi un nudge ? Alors, un nudge, si d'abord je vais le traduire en français, nous définir, en fait, nous donner un exemple. Ce sera plus simple. Voilà. Un nudge, ça se traduirait par un coup de pouce. Et l'idée du nudge, c'est quoi ? C'est comment j'organise l'environnement des individus pour les aider à adopter un certain nombre de comportements. Et un exemple qui est très connu et qu'on voit un peu partout, si je prends des logiques de développement durable ou autre, c'est l'exemple du cendrier, par exemple, que vous avez cité, et sur lequel, en gros, vous avez un cendrier vote, c'est-à-dire que vous pouvez mettre votre mégot dans une partie ou dans une autre. Par exemple, vous avez un cendrier sur lequel il y a marqué qui est le meilleur joueur de football du monde, Ronaldo ou Messi. Et donc, en fait, vous allez voter en mettant votre mégot de cigarette à l'intérieur du cendrier, ce qui vous évite de le mettre
par terre. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et globalement, quand on déploie ce type de cendrier, on arrive à 20% de mégots en moins autour de la zone sur laquelle est le cendrier. Donc l'idée, c'est quoi? C'est plutôt que d'informer les gens, plutôt que de leur dire, pour nous aider à être plus écologique ou quoi que ce soit, il faut bien mettre votre mégot dans le cendrier. Là, on leur dit pas ça. On leur donne un petit coup de pouce, un petit nudge pour les inciter à le faire. Et sur la logique du nudge, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est essentiellement de travailler sur les comportements des individus. C'est les sciences comportementales. C'est quoi le fondement de mots des nudges? Alors, le nudge, c'est un peu le buzzword, on va dire, autour de toute une science académique qui s'appelle les sciences comportementales, qui regroupe la psychologie, les neurosciences, la sociologie, en gros, tout ce qui s'intéresse au processus de décision chez l'être humain. Parce que le principe, c'est que quand on a bien compris comment l'être humain prenait l'ensemble de ses décisions, avec toute l'irrationalité économique qui est la sienne, on peut activer un certain nombre de leviers, ce qu'on appelle très souvent des biais cognitifs ou des heuristiques, qui vont effectivement permettre d'inciter les gens à aller vers un type de comportement. J'espère que j'ai été clair. Super clair. Et puis, si vous ne l'avez pas été, on vous demandera des précisions. Et on va vous reposer une question sur d'autres exemples de nudge. Et alors, à part sur les cigarettes, quel est le champ? Ça sert à quoi? Qui utilise les nudges? Alors, le champ du nudge, il est juste énorme, en fait, parce que le sujet du nudge, c'est le changement de comportement. Et je ne connais pas beaucoup d'entreprises, je ne connais pas beaucoup de chefs d'État, je ne connais pas beaucoup de consommateurs, de citoyens, en fait, d'organisations qui ne soient pas concernées par des problématiques de changement de comportement. Et c'est vrai que quand on entend nudge, on pense souvent à la partie un peu visible et un petit peu rigolote, avec ce cendrier, avec la mouche dans les urinoirs, pour ceux qui ont pu potentiellement la voir, ou d'autres types comme ça, mais en fait derrière, et c'est pour ça que j'aime bien dire que derrière il y a plus de 50 ans de recherche académique sur le fonctionnement de la prise de décision chez l'être humain. Et quand on comprend, et quand on arrive à comprendre ces 50 ans de recherche académique et à les mettre dans la vraie vie, puisque c'est ça qui est intéressant, c'est bien de comprendre les choses, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, quand on arrive à faire ça, potentiellement, on peut changer des comportements sur énormément de sujets. C'est qui vos principaux clients, c'est qui? C'est à la fois du côté du marketing et à la fois du côté du management, c'est-à-dire ça va être effectivement des entreprises qui vont travailler sur des sujets de changement de comportement, alors avec toujours une logique que j'aime bien appeler win-win-win, c'est-à-dire qu'on aime bien utiliser les changements de comportement pour des sujets sur lesquels il y a à gagner pour les citoyens consommateurs, il y a à gagner pour la société et il y a potentiellement à gagner pour l'organisation qui va le mettre en place, que ce soit d'ailleurs une organisation publique ou une organisation privée. Donc on a effectivement des départements marketing, on a des départements managériaux, parce que le changement de comportement, ça passe aussi du côté des collaborateurs et des collaboratrices, et puis des organisations publiques, bien évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire, nudge? Nudge? Coup de pouce. Coup de pouce, voilà. Coup de pouce. Okay. Merci. Donc on va bien sûr y revenir. Nicolas. Donc, Nicolas, est-ce que vous voulez nous expliquer, enfin en tout cas les entreprises le connaissent bien, les pouvoirs publics aussi, expliquez-nous très brièvement, c'est quoi le métier de Citeo? C'est pas très gentil comme question parce que brièvement, c'est pas facile. Je vais essayer d'être le plus précis et concis possible. Citeo, vous l'avez dit, c'est une entreprise à mission qui a pour clients les entreprises de la grande consommation qui mettent sur le marché soit des papiers, soit des emballages ménagers. Ils ont une obligation légale qui est de prévenir, donc réduire, recycler, réemployer. Oui, de plus en plus contraignantes. Ménagers, de plus en plus contraignants. Ils ont aussi des obligations de prise en charge des déchets abandonnés issus de la consommation de leurs produits. Et ils ont besoin de quelqu'un, ils ont besoin d'une entreprise qui mutualise cette responsabilité, qui agit en leur nom avec un certain nombre de partenaires. Entreprise à mission qui est donc agréée par l'État pour réaliser cette mission qui participe à l'intérêt général et qui remplit cette responsabilité qui est issue du Code de l'environnement et qui incombe à ces entreprises. On fait partie, en fait, on est un agrégateur d'énergie, de partenaires, au sens de la mission qu'on s'est définie, au sens de ce service qu'on rend aux entreprises et plus globalement aux citoyens quand on agit dans le cadre de l'intérêt général. Et on se situe
à la fois en amont du consommateur et à la fois à l'aval. Et je vais vous donner quelques exemples. À l'amont, on retrouve nos clients, qui sont les entreprises qui mettent en marché des produits emballés ou des papiers. Et ces entreprises, on va les accompagner, notamment par des programmes d'éco-conception, qui vont viser à leur permettre à la fois de réduire le nombre d'emballages ou le poids d'emballage, identifier quelles typologies de matériaux sont recyclables et demain les aider à faire en sorte de comparer entre recyclage et réemploi lequel de ces dispositifs sera le plus, je dirais, impactant positivement au titre de l'environnement. Et puis, on doit les aider aussi à porter une information claire vers le consommateur sur l'impact de son geste de consommation et l'aider aussi, à l'aval, sur son geste post-consommation, c'est-à-dire comment il va se défaire du déchet issu de la consommation du produit. Et donc là, vous retrouvez tout un tas de catégories. Il y a des gens qui vont le mettre dans le bac de tri, et c'est génial, on est tous contents. Il y a des gens qui vont le mettre dans la poubelle, c'est bien, mais ça serait mieux si c'était dans le bac de tri, parce qu'on pourrait revaloriser cette matière. Et puis il y a des gens qui vont le jeter dans l'espace public, et là, on n'est pas content du tout, parce qu'on va le retrouver dans la nature, et ça va être une pollution. Donc votre métier, c'est de coordonner tous ces acteurs, finalement. Et donc après, on est en lien avec les collectivités locales, et donc les entreprises qu'on sert vont financer la partie collecte, tri, recyclage, bientôt les dispositifs de réemploi et le nettoyage des déchets abandonnés. Et donc on est bien sûr en lien avec les opérateurs du déchet, qui sont les prestataires des collectivités locales, et notre principale cible, c'est vous, c'est le consommateur, et là on doit vous aider à la fois dans votre acte de consommation pour savoir quel impact, quelles sont les alternatives qui s'offrent à nous en tant que consommateurs, et puis des consignes claires. Quand j'achète un emballage réemployable, il faut que je sache comment effectivement le réemployer. Quand j'achète un produit emballé recyclable, il faut que je sache où le mettre dans mon bac de tri. Donc ça, vous m'avez dit, en gros, on essaie d'aider le geste de tri, de favoriser l'engagement et de travailler sur la confiance. Je voudrais juste qu'on détaille un tout petit peu ça, parce que le geste de tri, c'est quand même pas simple en France. C'est vrai. Ce que vous en pensez, mais déjà à Paris, c'est pas simple. Quand on se déplace, c'est pas les mêmes poubelles. Voilà, comment est-ce qu'on peut aider les gens? Comment est-ce qu'on peut simplifier finalement? Et quand on est dans l'espace public, on a du mal à trouver un bac de tri et une consigne qui soit la même. Alors plusieurs choses. On a un programme qui va bientôt se terminer à la fin de l'année, qui permet déjà et qui va permettre à tous les citoyens de notre territoire de mettre la totalité de leurs emballages dans le bac de tri. Et donc ça, c'est dans un seul bac, c'est ça? Un seul bac, à part le verre, qui lui, vous savez, est plutôt collecté. Le verre, plastique. Non. Le verre, lui, il va continuer à être collecté en colonne d'apport volontaire, ce qui est le schéma principal, même si à Paris, des fois, on collecte le verre en porte-à-porte, dans un petit bac blanc. Mais tous les autres emballages, que ce soit des plastiques, des cartons, du métal, conserve, tout. Conserve, iront dans le même bac de tri. Et ça, c'est pour la fin de l'année 2022, donc c'est tout proche. Là, c'est un pas de géant vers la simplicité. Mais on n'avait pas pensé à... Ça génère d'autres complexités parce que les biais cognitifs sont en effet hyper intéressants. Et donc, les gens, ils veulent bien faire. Et à partir du moment où je peux mettre tous mes emballages en plastique dans le bac de tri, j'ai plein de gens qui vont être tentés d'y mettre tout leur plastique, y compris des objets qui ne sont pas des emballages. Et là, j'ai oublié que le bac de tri, c'était pour les emballages plastiques seulement. Alors, comment... Vous voyez, la simplicité du geste de tri, elle n'est pas simple, parce que chaque fois qu'on franchit l'étape, il y a une petite difficulté qui se rajoute. Second axe, l'engagement. Comment est-ce qu'on crée de l'engagement ou favorise l'engagement? C'est une bonne question. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut de la clarté, de l'information. Il faut une information claire et précise et facile à trouver. Et puis, il faut des conditions, en fait. Et donc, des conditions pour faciliter, en fait, mon engagement. Sur le geste de tri, on a déjà fait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en 30 ans, on a réussi à mettre en place un geste qui est basé uniquement sur l'engagement citoyen. Et donc, aujourd'hui, on a 90% des personnes qui disent trier, 50% qui sont des trieurs systématiques. C'est le deuxième geste citoyen après le geste de vote. J'espère bientôt le premier. Qu'on va être bien. Apparemment, j'espère qu'on va résister bien mieux que le geste de vote et que le geste de vote va revenir avec nous. Donc ça, c'est excessivement fort.
Maintenant, on voit un tassement de ce geste de tri et on commence à... Bon, on réfléchit, on se dit, est-ce que l'engagement citoyen, là, a atteint un plafond de verre? Quels sont les autres moyens qui pourraient nous permettre de motiver le trieur? Parce que, je le dis encore une fois, le trieur, il est indispensable. Si je ne fais pas mon geste de tri, je n'aurai pas la matière dans mon bac de tri, donc je ne pourrai pas recycler, et ma boucle d'économie circulaire, elle n'existera jamais. Et donc là, on réfléchit, par exemple, au dispositif de la consigne pour recyclage ou pour réemploi. Qu'est-ce que c'est la consigne? C'est facturer au moment de l'achat un dépôt qui est entre 10 et 20 centimes d'euros qu'on vous rend le jour où vous ramenez votre emballage consigné à l'endroit, dans le bon bac ou dans une machine ou chez votre commerçant. Il y a aussi des dispositifs, je peux parler de la tarification incitative, qui ne revient pas tout à fait au même, mais qui a aussi un impact sur les finances, nos finances. Et donc la tarification incitative, ça consiste à venir avoir une tarification de ma poubelle en fonction soit du nombre de fois où je sors ma poubelle, soit du poids d'ordures ménagères que j'y mets. Et par contre, mon bac de tri est gratuit et c'est souvent associé aussi à des bacs de compostage. Et donc, je serai incité à mettre tout ce que je peux mettre dans le bac de tri, à composter tout ce que je peux faire pour moins sortir mes ordures ménagères et que ma poubelle soit moins lourde. Ok, on va revenir à tout ça, merci. Georgina, donc... La ville de Paris, le projet parisien s'est engagé, a été choisi sur un projet très durable. Alors là aussi, c'est comme si Théo, est-ce que vous pouvez juste nous le préciser, nous en préciser les éléments les plus forts et les plus convaincants peut-être? Le Jeux olympiques et paralympiques, c'est les plus grands événements du monde. Donc on parle de 15 000 athlètes qui vont venir de 207 pays. Ça dure 2 fois 15 jours, grosso modo, les Jeux olympiques et puis les Jeux paralympiques. Et donc, depuis la candidature, on s'est rendu compte qu'on est les plus grands événements du monde, mais on est aussi face aux plus grands défis de l'humanité. Et donc, c'était une belle opportunité, à la fois pour livrer cet événement d'une façon exemplaire, et qui dit exemplaire innovante, parce que pour faire exemplaire, il faut vraiment changer les pratiques, et puis aussi de profiter de cet événement pour contribuer, pour accélérer à une transformation écologique. Vous m'avez parlé d'une transformation, c'est une autre manière de penser les événements finalement. On parle souvent des transitions, en ce moment, transition écologique, transition énergétique. En tout cas, pour un événement comme le nôtre, on pense qu'on n'a pas le temps d'une transition. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, le temps de la journée, c'est se prendre son temps. Et ben, en matière écologique, en matière climatique, peut-être on a pris un peu trop de temps. Donc, nous, on pense que pour un événement comme le nôtre, on n'a pas assez de temps. Et qu'il faut se transformer. Il faut transformer cet événement. Et c'est pour ça qu'on a pris des décisions très importantes, très structurantes depuis la candidature. Par exemple, pour réduire nos émissions de 50% par rapport aux Jeux précédents. C'est un effort considérable. Mais un effort qui devait être fait depuis la candidature, depuis la conception même du projet, parce que ça implique, par exemple, c'est passer des constructions. Là où d'autres jeux ont construit énormément des stades ou des infrastructures, pour ces jeux, on utilise 95% d'infrastructures existantes ou temporaires. Donc, les Stades de France, par exemple, ou d'autres stades. Et les seules choses que l'on va construire, c'est des choses qui sont utiles, qui étaient nécessaires à la société. Et le reste, soit on part sur ce qui existe, soit on construit des stades temporaires. Donc, et tout ça, par exemple, le faire de façon durable. Quand on pense à tout ce qui est nécessaire pour livrer un événement de cette ampleur, réinventer l'événement, ça veut dire travailler sur l'énergie, par exemple. Ça sera un événement à 100% électricité et énergie renouvelable. On me demande souvent comment vous allez faire. Ne vous inquiétez pas, c'est déjà dans les bons rails. Il y a l'alimentation aussi, qui est un sujet phare. Voilà, la restauration, un événement comme les Jeux olympiques et paralympiques, c'est 13 millions de repas qui vont être servis. Donc c'est 13 millions d'occasions de prouver qu'on peut s'alimenter d'une façon différente, qu'on peut faire différemment, que ce soit en réduisant l'empreinte carbone, on va réduire des 50%. Là aussi, le poids carbone moyen d'un repas des Jeux,
sera la moitié que le poids carbone moyen d'un repas français. Et pour ça, c'est des efforts à la fois pour végétaliser plus, 2 fois plus de végétal dans les assiettes, pour réduire la quantité des plastiques usage unique, des 50%, pareil, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est des efforts très importants de changer les habitudes. Et là, c'est changer les habitudes, bien sûr, des spectateurs qui viennent au jeu, des athlètes. On va les faire travailler, par exemple, sur le gaspillage alimentaire. Les athlètes. Mais aussi changer les habitudes de nous, des organisateurs d'événements, pour penser les événements d'une façon justement, différente. avant de changer les habitudes des spectateurs, qu'est-ce que les organisateurs vont faire eux-mêmes dans leur propre comportement pour être exemplaires, comme on dit aujourd'hui, ou pour modéliser? Déjà, être plus circulaire. Et là, je regarde. Déjà, être plus circulaire. Parce que, vous savez, le monde aujourd'hui est 9% circulaire. Donc, si je ne m'abuse pas. Donc, ça veut dire que sur 10 objets qu'on utilise, il y en a 9 qui ne sont pas recyclés. Ce sont 9 tonnes de choses il y en a, qui ne sont pas recyclées. Donc, c'était très important pour nous de repenser les modèles des jeux pour que, justement, cette fête soit une fête pour tous et que ce qui va être utilisé, ce qui va servir à la réalisation des jeux, il retrouve un issue, il retrouve une utilisation ultérieure. Dans la circularité, par exemple, c'est le premier pilier de notre stratégie des achats. Donc c'est la première chose qu'on regarde, qu'on donne expertise, justement l'impact d'une commande, par exemple. Donc c'est plus circulaire, je disais, plus responsable au niveau de l'énergie qu'on va consommer. C'est pas juste les électrons renouvelables, mais c'était aussi une décision de, par exemple, raccorder au réseau l'ensemble de nos sites. C'est la première fois de l'histoire des jeux où tous les sites seront raccordés au réseau. C'est grâce à Enedis, notre partenaire, qui nous facilite la tâche grandement. Et qui dit raccorder au réseau, dit pouvoir utiliser justement l'énergie renouvelable que l'on peut sourcer du réseau. Donc c'est passer des groupes électrogènes. N'importe quel événement aujourd'hui utilise toujours des groupes électrogènes. Des groupes électrogènes qui fonctionnent au diesel. Donc en s'évitant des groupes électrogènes, on évite des brûlés de diesel, on évite des particules fines aussi. Et en plus, on laissera un héritage, justement, cette mise à disposition des raccordements, par exemple en bas de la Tour Eiffel. Je ne sais pas si tout le monde réalise que chaque 14 de juillet, quand on a ce spectacle sublime au Champ de Mars, tout ça s'est fait grâce à des groupes électrogènes qui sont partout dans les quartiers. Les faits d'augmenter la capacité des raccordements en bas de la Tour Eiffel, pour nous d'ailleurs, mais après ça va permettre que chaque événement qui va être réalisé pourra justement bénéficier de cet accès au réseau. Donc c'est passer des groupes électrogènes. Ce sont juste des exemples. Oui. Mais... Qu'est-ce que vous allez faire, Georgina, avec les athlètes? Parce que on sait à quel point les sportifs aujourd'hui ont une audience incroyable. On sait à quel point ils se méfient aussi de prendre toute position. Je lisais l'interview de Zidane hier qui expliquait pourquoi il ne voulait surtout pas cliver ses publics. Et en même temps, au Qatar, certains footballeurs comme Griezmann et d'autres ont dit « Nous allons prendre la parole sur le problème des droits de l'homme ». Donc les 15 000, je crois, sportifs qui vont venir, est-ce que vous avez envie de travailler avec eux sur leur comportement, peut-être sur certains messages, sur des comportements, on va dire, ou incitatifs ou au contraire problématiques qu'ils pourraient avoir? Est-ce que c'est possible, ça? Non seulement c'est possible, c'est déjà le cas. Je veux dire, il y a de plus en plus d'athlètes qui prennent la parole, qui changent déjà dans ce propre comportement, changent d'attitude, et ils ne doutent pas de prendre la parole pour le dire. Donc, bien sûr, les athlètes sont nos meilleurs ambassadeurs. Ils sont des ambassadeurs incroyables pour vendre des marques prestigieuses. Ils seront nos meilleurs ambassadeurs aussi en matière de durabilité. Donc oui, l'idée c'est non seulement qu'ils prennent la parole en 2024, mais qu'ils commencent déjà à le faire, et c'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec eux. On va y revenir parce que les étudiants ont des questions pour vous. Carlo, buongiorno. Comment ça va? Ça va bien.
Carlo, je voulais savoir. Alors, Carlo, il a été multi-distingué. Alors, je vais juste en citer une. Une des 50 personnalités qui peuvent sauver la planète. Ça va? C'est pas trop difficile de porter cette distinction, cette mission? C'est un désastre pour la planète. Alors, on peut Oui, parler? on y va. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous proposez de faire pour sauver la planète? Avant tous, je m'excuse avec vous si je ne parle pas bien le français. C'est un mélange d'italien et de français, mais je préfère ce mélange que la traduction. Alors, je demande à vous d'être collaboratif. Prenez votre temps. Okay. Alors, avant tout, j'ai besoin de faire 3 considérations qui sont importantes pour comprendre la philosophie de notre mouvement Slow Food, mais pas seulement de Slow Food, de beaucoup de réalités associatives dans le monde entier. La première thèse que je veux expliquer, c'est ça. Le principal responsable de ce désastre des environnements, c'est le système alimentaire. Premier, le plus responsable de tous. Et c'est 20% des émissions à peu près. Très vite, 34% de CO2, il est produit pour le système alimentaire. Toute la mobilité, il va incider pour les 17%. 34% pour le système alimentaire. La majorité de la plastique monouso, je ne sais pas comment dire, monouso. Oui, à usage unique. Oui, c'est pour l'alimentation. Vous savez qu'il a beaucoup de trois petits morceaux de prosciutto et beaucoup de plastique. C'est un désastre. Troisième, très vite, le gaspillage. Les 33% de toute la production mondiale, il va dans le gaspillage. Mais nous devons savoir qu'est-ce que signifie ça. Ce n'est pas seulement millions et millions de tonnes d'alimentation que nous pouvons manger, que les jeter. Millions de tonnes. Mais si nous allons à penser seulement à les millions de tonnes d'alimentation, nous n'allons pas penser les millions d'hectares fertiles qui ont été utilisés pour produire ces 33% et les milliards d'eau qu'il a utilisé pour produire les 33%. Alors, combien il faut d'eau, Carlo, pour produire pour 1 kilo de viande? Vous savez, ce sont 15 000 litres d'eau pour 1 kilo de viande. Alors, première considération, c'est ça. Deuxième considération, la situation c'est dramatique maintenant. Le mot c'est prendre du temps. Mais la réalité est que nous n'avons pas plus de temps suffisant pour réaliser un changement de paradigme total, des modèles de vie, des comportemental. C'est très difficile. Et chaque année, le gouvernement international, on se retrouve, 2015 à Paris, l'autre année à Glasgow, et il écoute les choses qu'il a dites toute la communauté scientifique, mais après, ils ne sortent rien. La politique, elle n'existe pas. C'est ça, c'est le désastre plus grand. Nous avons besoin de changer les choses, et très vite, et slow. Très slow. Lentement. La situation de temps, c'est un problème sérieux. La troisième chose, après je laisse, la troisième chose, regardez, les années qui viendront, nous allons avoir une dimension étonnante de greenwashing. C'est-à-dire des en français, on dit greenwashing aussi, donc non, ça va. Comment se dit en français? Greenwashing. Pareil. Mais les choses plus incroyables, parce que tous sont devenus durables. La transition écologique, tous. Alors, tu as des personnes et des entreprises qui naturellement, ils ne sont pas durables, qui disent « Je suis durable parce que j'ai utilisé des panneaux solaires ». Quel désastre!
à ce moment ici en Italie, tous les jours, Amazon, tous les jours, notre réalité, c'est une réalité qui travaille, elle est durable parce que nous allons utiliser les panneaux solaires. Oui, mais c'est ta mission, ton travail que ce n'est pas durable, c'est un désastre à Amazon. Et nous pouvons continuer. Alors, attention, nous avons besoin d'être vigilantes parce qu'il existe beaucoup d'entreprises honnêtes, beaucoup de réalités honnêtes qui ont commencé ce parcours. Et alors nous devons être alliés de ça. Mais nous ne devons pas accepter que beaucoup de personnes utilisent cet élément de changement seulement pour faire l'argent. Seulement pour faire l'argent. Alors, c'est ça, c'est une chose à trouver. Et après, la prémisse, comment dire la prémisse? La promesse ou les prémices? La prémisse que tu as fait. Le début. Le début que tu as fait. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. La croissance, c'est la croissance. Non, il n'existe pas la croissance éternelle. Hein? Il n'existe pas. L'unique règle, c'est une règle comportementale qui change de la vie. Je suis né, je suis crescu, je suis madure, et après, on commençait à descendre. C'est ça, c'est l'unique règle. La croissance éternelle et infinie n'existe pas. Et nous avons besoin de faire des différences. Dans ce moment, toute la croissance, elle était paramétrée par le PIL, Prodotto Interno Lordo. Toute la croissance. Et sur la question des profits. PIB. Non. Nous n'avons pas plus besoin d'une croissance comme ça. Nous avons besoin d'une croissance de le bien commun, de le bien relationnel. Nous avons besoin d'une croissance différente. Excusez-moi, mais là, je dois faire cette prémisse. OK? Je vous en prie. Juste une question, puis après on va passer aux étudiants. Vous avez créé les communautés Laudato Si. Est-ce que la religion ou la spiritualité, ça peut nous aider? C'est peut-être une question personnelle, mais il vient de sortir un livre que je vais vous montrer, mais il est dans mon sac, je n'arrive pas à l'atteindre. Est-ce que la religion ou la spiritualité pourrait nous aider? Voilà le livre d'entretien avec le pape, que Carlo, il sort là, il est sorti il y a 2 mois, c'est ça? La terre de demain. Oui, comment ça peut nous aider, la spiritualité ou la religion? Jamais pensé, des ans avant, de devenir ami du pape. Et je suis pas plus, croyant. Vous êtes agnostique ou athée? Non, je suis agnostique. Je suis agnostique. Et Papa Francisco m'a dit, tu es un agnostico pio. Un agnostique pieux. Oui. Qu'est-ce que veut dire pieux? Oui, parce que tu as pietas pour les environnements. Qu'il a pietas pour les environnements, c'est un diagnostic. OK. Mais la réalité, c'est ça. 2 choses que tu as touchées. La première, la spiritualité. Alors, une erreur qu'il a fait toute la gauche et tout le monde laïque, c'est de laisser la spiritualité à les religieuses. Il existe une spiritualité laïque, historique, de gauche, que nous devons revendiquer. C'est ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si nous avons un personnage comme ça, qu'il va écrire une encyclique qui s'appelle Laudato Si, alors permettez une demande. Combien de vous, être honnête, être honnête, combien de vous... Madame, elle répond avant que vous ayez posé la question. Laudato Si. Qui a? Combien ont lu Laudato Si? Sì, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rien. C'est un désastre. Pas pourquoi je suis ici à faire la promotion de l'Église. Hein? Non. Mais s'il y a une personne qui va à toucher les choses plus importantes de ce moment historique, c'est ça. Comment ça peut nous aider pour la transition écologique et l'évolution des comportements? Comment aider pour lire l'encyclique? L'encyclique avec le smart, tu peux y smartphone.
et aider pour la transition écologique. Alors, la transition écologique, beaucoup de personnes pensent que c'est un moment. Non, non, non. C'est une période historique. Il va durer beaucoup des années, des décennies. Et peut-être que la transition écologique durera des siècles. Si nous voulons faire une comparaison, nous devons faire la comparaison avec la révolution industrielle. 3 siècles de révolution industrielle. Entre 3 siècles, l'humanité a connu une situation de bien vivre, d'éducation, de santé incroyable. Mais dans le même temps, nous sommes arrivés à une situation que c'est la base de la révolution industrielle. Quelle est la situation? La révolution industrielle, elle était convaincue que les ressources naturelles sont infinies. Nous, maintenant, nous avons pris conscience que les ressources naturelles sont la finitesse des ressources. Alors, on doit changer. Mais on doit changer des choses incroyables, des manières de produire, des manières de relationner, des manières de voyager. C'est une chose étonnante. Et attention, pour ce changement, il n'est pas nécessaire avoir une idée que ce changement, c'est une mortification. Comment dire? Vous avez joui pour tous et maintenant, il va commencer une période de mortification. Non, non, c'est une période de libération contre le consumisme compulsif, consommer, parce que tu dois consommer et être compulsif pour la croissance de qui? De qui? Croissance de qui? Nous avons besoin de changements profonds. Ok. Bon, moi, je trouve que... Moi, je trouve que Carlo est loin de sa phase de décroissance qu'il nous a raconté tout à l'heure. Alors, Lucie et Clément, ça vous gêne de vous lever ou pas? Comme ça, je vous présente. Voulez-vous vous lever? Alors, Lucie et Clément, qui sont nos étudiants représentants. Voulez-vous vous présenter? Ça vous va? Donc, je suis Clément Thibault, je viens de l'IPSA Toulouse, c'est une école pour être ingénieur en aéronautique. Et moi, je suis Lucie Ducrest, je viens de Centrale Lille et je fais actuellement des études un peu dans tout ce qui est la transition écologique. C'est un sujet qui me touche particulièrement. Et dans quel état d'esprit vous abordez là cette petite séance de questions-réponses et ce thème? Quelle question? Avec beaucoup de sérieux. Super. Et toi? Moi, beaucoup d'enthousiasme. J'ai hâte de savoir les réponses à mes questions, justement. Alors, on va vous passer la parole. Donc, on a vu ensemble les questions. Je vous laisse peut-être poser une question à chacun des intervenants et je vous laisse choisir la question que vous avez envie de poser. Pardon? Non, plutôt les questions perso, si ça te va. Et tu dis à qui tu souhaites la poser. Tiens. Alors, oui. Il y a un micro là. Alors, pour Georgina, vous faites partie de l'association d'un événement qui a pour ambition d'être un levier pour accélérer la transition écologique du sport dans les territoires. Est-ce qu'un événement peut vraiment changer de façon durable les comportements? Écoutez, nous sommes convaincus que oui, que le sport peut tout changer, d'ailleurs. Mais pour tout changer, il faut d'abord changer soi-même. C'est pour ça que nous travaillons énormément à changer cet événement de l'intérieur. Nous sommes aussi convaincus qu'en ce moment, nous sommes dans une course. C'est une course au zéro. Mais c'est une course que nous ne gagnerons pas quand tout le monde aura traversé la ligne d'arrivée. Vous voyez la différence? Donc, c'est une vraie course. Et on n'a pas trop le temps. Donc, tout ce que nous pourrons faire au niveau d'un événement, au niveau d'une société, au niveau des individus, pour accélérer, pour pouvoir arriver à traverser cette ligne, ça sera ça de gagner. Donc, à votre question, la réponse est oui. Merci Georgina. Lucie, tu as une question pour quelqu'un? Alors moi, je vais poser ma question à Étienne Bressou. Je ne sais pas.
Moi, ça m'a beaucoup intéressé les nudges. Je ne connaissais pas du tout avant de vous découvrir et de découvrir ce que vous faisiez. Donc, j'ai un peu fait des recherches dessus. Et ma question, c'était plutôt comment ça peut être utilisé pour des changements de comportement à grande échelle, parce que j'ai vu beaucoup de propositions sur, par exemple, réduire la température de l'eau quand on se lave les mains, ou bien mettre ses déchets à la poubelle de façon un peu plus importante. Et donc, est-ce que ça peut avoir un impact encore plus important sur des changements de grande échelle plutôt que des coups de pouce, finalement? Voilà, j'avais une question, c'est un peu identique à c'est quoi l'impact, c'est quoi le passage à l'échelle et c'est quoi la mesure de l'impact? Alors, c'est une très bonne question, vous avez très bien fait vos recherches parce que c'est effectivement un des points assez majeurs sur la logique de nudge. Le nudge va s'intéresser à changer les comportements individuels. Donc la logique d'impact, elle va être dans le nombre d'individus qui va pouvoir changer les comportements individuels. Si je reprends les points, la température de l'eau et les déchets que vous citez, pour moi déjà, ils ne sont pas mineurs. Parce que si on multiplie par des millions d'individus, tout d'un coup, ils deviennent majeurs. Donc si on arrive à faire changer le comportement de millions d'individus sur l'ensemble de ces choses-là, on a un effet qui va effectivement être grand. Et la vraie question que ça pose, c'est celle que vous posez, c'est comment on fait? Parce qu'on a plein d'idées. Le cendrier, il a commencé à Londres. Aujourd'hui, on commence à le voir dans plein de villes. Plus on va le voir, plus potentiellement, il va être efficace. Il va toucher un nombre de personnes fort et il va faire en sorte que on ait de moins en moins de mégots par terre et que l'effet se fasse ressentir de manière significative. Après, la vraie question, c'est du coup qui va organiser ça. Alors, comme je vous le dis, le nudge, ça vient des sciences comportementales. Ça vient du monde académique d'abord. Et le monde académique, il adore une chose, c'est partager. Et ça, c'est une force énorme sur les sujets du nudge, c'est que c'est énormément documenté et tout le monde partage sur ce qu'il fait. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand vous avez une bonne idée, vous la mettez au jour pour tout le monde et tout le monde peut l'appliquer. Et ça donne des choses intéressantes. J'ai travaillé à une époque sur inciter les enfants à mettre la ceinture de sécurité dans les cars scolaires. On a trouvé une bonne idée. Cette idée, on l'a trouvée avec Keolis. Aujourd'hui, Transdev, le concurrent de Keolis... C'était quoi l'idée L'idée, c'est... C'était quoi le nudge sur alors, en fait, si vous rentrez dans un car scolaire, vous comprenez très vite que la ceinture, elle est invisible. Les gens ne la voient pas, les gens ne la touchent pas. Donc, on a créé un fourreau qui permettait de sortir la ceinture de sécurité de son enrouleur et qui fait que, par défaut, l'enfant va être en contact avec la ceinture de sécurité. Alors, il la met ou il l'écarte, parce que le nudge, ce n'est pas une contrainte, mais globalement, il la touche. Et en faisant ça, vous multipliez par 2,4 le taux de port de ceinture de sécurité. On passe de 10% à 24% en moyenne. Donc ça a un vrai impact potentiel sur la survie de certains enfants dans des logiques d'accident, parce que c'est l'éjection qui va être embêtante. Et quand on voit qu'on a développé ça avec Keolis et que Transdev fait la même chose, on se dit qu'on a gagné une des parties de la scalabilité. Et après, la scalabilité, elle va passer par les entreprises, elle va passer par les organisations, elle va passer par les politiques publiques. Une erreur serait de croire que le nudge est la solution. Le nudge, c'est juste un complément qui vient aider. Parfois, il vaut mieux une loi, ça va être beaucoup plus efficace. Parfois, la loi ne sera pas efficace et le nudge va être un bon complément. Donc la logique de la scalabilité, elle passe aussi par ces logiques d'organisation, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs. Clément, tu veux poser une question? Pour continuer sur les nudges, vous basez votre approche sur les nudges sur inciter inconsciemment les personnes à adopter les bons comportements. Est-ce que cette approche n'est pas une fausse solution, une solution à court terme, économique, qui change les comportements en superficie mais pas en profondeur? Un peu comme si on traitait une maladie en ne traitant que les symptômes. Alors, je vais déjà revenir sur un point. Le nudge, ce n'est pas nécessairement inconsciemment. Ça peut être tout à fait conscient. Et je peux vous citer un exemple chez Google, où ils ont voulu inciter les employés à manger en plus petite quantité et pour avoir moins de déchets. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? On sait que plus l'assiette est petite, moins vous en prenez. Et en plus, pour une même quantité, dans une assiette petite, vous avez une impression de satiété aussi forte que la même quantité dans une grande assiette. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait chez Google? Ils ont changé les assiettes. Ils ont mis des petites assiettes à la place de grandes assiettes. Ça a fait un tollé.
Pourquoi? Parce que les Googlers, comme ils les appellent, sont venus en disant « mais c'est incroyable, maintenant il faut que je me relève pour pouvoir me resservir et manger à ma faim ». Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont expliqué pourquoi ils l'avaient fait, donc tout ce que je viens de vous dire. Et ils ont dit, en fait, vous avez le choix entre les petites assiettes et les grandes assiettes. Si vous prenez les petites assiettes, vous allez manger moins et vous allez faire moins de déchets. Le résultat, c'est que ça a fonctionné. Donc, on n'est pas que sur une logique inconsciente. La logique inconsciente, elle peut jouer, évidemment, mais elle n'est pas nécessaire et elle n'est pas au cœur de la logique même de Nudge. Ce qui est au cœur de la logique de Nudge, c'est de comprendre comment l'individu décide avec toute son irrationalité et effectivement d'aller jouer sur cette logique-là. Et après, je reviens sur les effets à court terme ou autres. Le nudge qu'on aime beaucoup, c'est on teste quelque chose et on regarde si ça marche. Et il y a une expérimentation qui a été faite à Rennes Métropole sur le tri des déchets. Et en fait, sur la quantité de déchets que les gens jetaient. Et en fait, ils ont donné du feedback aux gens. C'est-à-dire, ils ont juste dit aux gens, pendant chaque semaine, ils envoyaient un mail aux gens pour dire voilà la quantité de déchets que vous avez jetés cette semaine. Ça, c'est le nudge. Pendant toute la période de feedback, entre le point de départ et pendant l'expérimentation, le poids des déchets a baissé. Et après, ils ont arrêté de le faire. Le poids des déchets a continué à baisser. Parce qu'un bon nudge, c'est celui qui vous fait changer de comportement et potentiellement après, si on l'enlève, la bonne habitude est prise. Et comme la bonne habitude est prise, elle perdure. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les nudges, hein. Je dis que c'est quand même ce qu'on recherche, un effet à long terme, parce qu'effectivement, si c'est juste un effet à court terme, c'est beaucoup moins intéressant. Et là, je partage votre avis. Autre question en variant les intervenants? Donc, ma question, ce serait plutôt pour Carlo Petrini. Donc, vous basez un peu votre approche sur changer l'alimentation. Et est-ce que changer cette alimentation, ça a un impact aussi sur le reste de notre empreinte carbone, donc 20% ou 34%, je ne sais plus, pour la partie alimentation? Est-ce que changer de ça, ça peut avoir aussi un impact sur le reste un peu de nos habitudes, changer nos comportements alimentaires, sur changer nos comportements à plus grande échelle sur d'autres sujets? Mais je pense que la situation dans ce moment ici, c'est très dramatique. Et alors, les changements que nous allons à valoriser, c'est les changements respectent à des habitudes. Je suis très intéressé de cette méthode, parce que c'est une méthode, que c'est très différent. Alors, quand nous allons parler de ça, nous avons la situation de dire, alors, OK, nous avons de bien idées. Et comment c'est possible que l'État il aide l'idée qu'il va à être dans la société civile? C'est un impact pas juste. Il y a deux choses à prendre en considération. Première, les changements et les rapports entre la société civile et l'État, la politique, c'est basé sur des rapports de force. Et si tu n'as pas la force pour réaliser des changements, la politique ne t'écoute pas et tu vas obtenir rien. La deuxième chose, la politique, il a une tempe qui est très, très petite. Parce que le tempo de la politique, c'est l'élection. On ne peut pas avoir une politique visionnaire. Une politique visionnaire doit faire des choix durs, doit dire des choses importantes, mais il ne peut pas dire ça parce qu'il va perdre l'élection. Alors, c'est une dimension qui, en ce moment ici, il n'est pas utile. La chose plus intéressante, c'est réaliser des comportements individuels qui deviennent collectifs et en cette manière, il va à être la vraie politique de ce moment ici. En ce moment ici, la vraie politique, c'est la position que nous avons pour changer notre vie individuelle. Et changer notre vie individuelle veut dire changer la politique. Merci. Une question peut-être à Nicolas ? Un de vous deux. Quels sont les principaux freins actuels de la part de l'État sur votre activité liée à l'écologie? Je ne sais pas si on peut parler de freins, mais
je crois qu'on l'a tous dit aujourd'hui, on a besoin en fait de décisions politiques et d'un cap politique extrêmement fort et ambitieux. Aujourd'hui, sur le sujet de la consommation, sur le sujet de la gestion du déchet, on a besoin non pas d'avoir un État français qui décide et qui est ambitieux, on a besoin d'avoir une Union européenne qui décide et qui est ambitieuse, parce qu'aujourd'hui, on a un marché intérieur qui est européen, il n'est pas seulement français, donc on doit avoir des solutions au niveau européen. Ça, c'est à minima. En plus, après, sur le sujet du déchet et de la pollution, la réponse, elle est mondiale. L'État français, par exemple, ou l'Union européenne, il a fixé un cadre clair, ambitieux et aussi atteignable. Et donc, à un moment donné, il a besoin de structurer les décisions politiques qu'il prend. Et là, on a besoin notamment de s'appuyer sur des études d'impact extrêmement précises, parce que je pense qu'il y a le sujet de la confiance. Et si on ne continue à se fixer des objectifs politiques qui sont inatteignables, soit par les consommateurs, soit par les entreprises, on va perdre la confiance de tout le monde, parce qu'on ne les atteindra jamais. Et ensuite, sur le sujet là de changement de consommation, on voit qu'il y a une urgence à agir, mais que cette urgence à agir, elle vient se confronter au sujet, par exemple, du pouvoir d'achat. Ce sujet de la consommation et le sujet de la gestion des déchets, aujourd'hui, il est financé à la fois par le consommateur en direct, à la fois par le contribuable. Aujourd'hui, l'État, il a identifié le sujet politique, depuis la crise des Gilets jaunes, de confrontation à la fois des enjeux à changer vite et d'avoir une ambition écologique forte qui vient se confronter à la réalité du pouvoir d'achat. Et donc, il faut faire des arbitrages sur qui va financer cette transition écologique qui est urgente entre le contribuable et le consommateur. Et aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Aujourd'hui, du politique sur ce sujet-là, il continue à dire que les impôts vont baisser. Donc ça veut dire que le contribuable ne va pas financer. Et en même temps, on voit bien qu'il y avait une étude qui est sortie encore aujourd'hui sur la consommation. C'est Famille Rurale, je crois qu'il a sorti ce matin, qui disait qu'ils étaient hyper inquiets sur les conséquences sur la santé des consommateurs, qui allaient faire des coupes sombres dans leur budget de consommation parce que les prix liés à l'inflation augmentent aujourd'hui. Est-ce que la crise actuelle, l'inflation, la crise des matières premières, le renchérissement de l'énergie, est-ce que tout ça, ça a un impact sur le tri et sur le comportement des gens? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose depuis 3 mois? Alors, sur le comportement des gens, je ne sais pas, mais si on reprend tout à l'heure notre capacité à changer vite, et le sujet de la temporalité, il est essentiel chez nous parce que la temporalité du changement de comportement, la temporalité des entreprises et la temporalité du politique, elles sont toutes différentes. On a vu dans le cadre de la crise sanitaire une capacité à modifier nos comportements, que ce soit les entreprises, que ce soit les consommateurs, que ce soit l'État, extrêmement vite et fort. Ça a posé des questions sur quoi? Sur le cadre réglementaire, éventuellement la sanction, l'information. On a eu un besoin d'information et souvent il est ressorti comme un déficit là, dans la crise qu'on a eue, mais on voit bien que pour bien réussir, il aurait fallu une information massive. Et c'est ça la capacité à changer. Et puis ensuite, l'équation économique pour que ce soit supportable en fait par les acteurs du changement. Sur le sujet des déchets, ce que la crise nous apprend, c'est qu'aujourd'hui, la matière recyclée, le recyclage au niveau local, français, européen, sont des conditions aussi de notre indépendance de production. Et donc, on a retrouvé de la valeur pour ces matériaux recyclés au moment où on ne pouvait plus aller chercher de la matière vierge de l'autre côté de la planète. Une dernière question d'un de vous deux, puis après je vais passer la parole à la salle qui a envie de poser une question. Donc je vais poser ma dernière question à Georgina Grénon. On a beaucoup entendu parler des événements sportifs actuels, que ce soit les JO d'hiver à Pékin ou bien la Coupe du Monde à Dubaï. Tous ces événements planétaires, ils sont un peu incohérents face aux enjeux mondiaux actuels. Donc les JO de Paris, ils se revendiquent jeux durables ancrés dans les territoires. Pourtant, c'est un événement planétaire qui accueille des personnes de tous les pays. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction un peu entre cet événement planétaire qui, par essence, est quand même un impact sur l'environnement important et justement les changements de comportement écologique? Je pense avoir un peu répondu à la question, mais je vais essayer peut-être de le formuler.
Un événement comme les Jeux Olympiques et Paralympiques, certes, il est planétaire. D'ailleurs, il est suivi par 4 milliards de personnes à la télévision. Donc, on peut le voir comme quelque chose voilà, des planétaires et négatifs. On peut le voir aussi comme quelque chose de planétaire et positif. C'est aussi une exposition très importante à pouvoir montrer ce qu'on peut faire de différent. Et c'est là qu'on a saisi, je crois, cette opportunité. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est du sport, bien sûr, c'est des exploits sportifs, c'est des émotions aussi, les émotions qu'on peut avoir en tant que spectateur, en tant que téléspectateur, mais pas que. C'est aussi des emplois, c'est aussi la création de valeur sur le territoire, c'est aussi un changement de regard sur les handicaps, et c'est aussi autant d'opportunités pour montrer qu'on peut faire des événements différemment et les réaliser concrètement. Et si l'impact de ce que nous faisons permet... Il y aura toujours un impact, c'est clair. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. Mais si déjà nous réduisons notre impact le maximum possible, et en plus nos actions puissent permettre que d'autres événements qui suivent puissent aussi réduire leur impact, soit parce qu'ils changent leur méthode, soit parce qu'ils utilisent des innovations technologiques, soit parce que, justement, on n'envisagerait plus de faire une restauration comme on le faisait auparavant. Si tous ces changements deviennent pérennes, alors l'impact, certes, d'un événement comme le nôtre, devrait être largement compensé par tous les bénéfices qui cela génère autour et pour plusieurs années à venir. Je vais passer la parole à la salle pour vous proposer de poser donc des questions. Alors la question, c'est court, ça se termine par un point d'interrogation, parce que parfois les gens expriment un avis pendant 5 ou 10 minutes. Qui a envie de poser une question? Madame, vous avez l'air très motivée, je vous donne tout de suite le micro. Merci. Bonjour. Dans la continuité de votre réponse, j'aimerais savoir combien cela représente en termes de coûts votre événement, enfin notre événement qui va se passer bientôt, s'il y a une comparaison à faire avec quel autre événement ou consommation on pourrait l'associer. Très bien. Peut-être commencer pour vous répondre, parce que derrière la question d'un coût, il y a aussi la question de qui paye. Je pense que ça intéresse aussi tout le monde. Oui. Ah, les coûts carbone. Très bien. Là, c'est très simple. Un événement comme les Jeux de Londres, les Jeux de Rio, on était à 3,5 millions de tonnes d'émises, scope 3. Donc, ça veut dire, prenant tout en compte, y compris les spectateurs qui viennent en avion. Donc, on parle des 3,5 millions. Nous, on a fait nos estimations. Évidemment, on n'a pas émis encore. On a émis un tout petit peu, mais on a fait des estimations de ce que nous ne pourrons pas éviter, de tout ce que nous ne pourrons pas réduire. En gros, les émissions incompressibles. Et on est à hauteur de 1,5 million. Donc, c'est 3,5, 1,5. C'est un travail de tous les jours, un travail qui nous a demandé beaucoup de créativité pour maintenir notre cap. Je veux dire qu'aujourd'hui, nous sommes donnés justement cette ambition de ne pas dépasser ces montants. Est-ce qu'on réussira, on ne réussira pas? C'est encore un challenge, vraiment un challenge de tous les jours. Mais déjà, c'est donner un objectif. Nous l'avons décliné par direction. Donc, par exemple, chaque directeur a un objectif carbone à ne pas dépasser. La personne qui est responsable de livrer les 13 millions de repas, il a un budget financier, il sait combien il peut dépenser en termes d'argent, mais il a aussi un montant des tonnes à ne pas dépasser. Donc, aller chercher des solutions justement pour rester dans les clous. Ce qui nous a fait travailler, par exemple, sur la végétalisation des assiettes, sur la réduction du plastique à usage unique, sur la réduction du gaspillage alimentaire et sur l'approvisionnement local. Vous voyez comment le fait de se donner un objectif nous permet en fait d'aller chercher les solutions pour faire notre maximum pour l'atteindre. Est-ce qu'on est sûr de l'atteindre aujourd'hui? Je ne peux pas vous le garantir, mais c'est un peu comme un athlète. Vous savez, un athlète, il rentre dans les stades, les jours J, il ne sait pas s'il va gagner la médaille. Mais en tout cas, on va être sûr d'avoir
fait le maximum, de nous avoir entraînés, d'avoir travaillé tout ce qu'on pouvait pour essayer d'atteindre ces objectifs. Bonjour, merci. J'aurais 2 questions. Donc, Ok. Mais, la deuxième question est plus perso pour Nicolas, si je peux vous rencontrer après, ce serait super. Voilà. Première question, c'est pour Étienne, Georgina et Carlo. Merci d'avoir partagé vos convictions. Alors, la question est très rapide. Étienne, quelles sont vos recommandations en matière de nudge à destination des organisateurs et des athlètes du JO 2024 pour les inciter à se mettre sur le slow food tout en gagnant leur médaille? C'est une question systémique. Hein. Absolument. Ah non, mais je pourrais en parler après pour ne pas monopoliser la parole. Alors, merci en tout cas. Merci pour votre question. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, on a eu l'occasion d'avancer et de travailler avec le comité de Jeux Olympiques sur le nudge. Et là, pour le coup, donc c'était dans le cadre de la candidature. Hein, et donc de mettre le nudge comme un des éléments permettant d'atteindre l'objectif. Et je dis bien comme un des éléments parce qu'on est dans une logique complètement systémique. Et en fait, pour travailler ça se travaille au niveau des individus. Il y a pas de... J'ai envie de dire, il n'y a pas de... Souvent, on me demande c'est quoi le nudge pour faire ci, c'est quoi le nudge pour faire ça. Il n'y a pas de solution miracle qui colle à tout parce que le nudge, c'est j'organise l'environnement de choix des individus et votre environnement de choix n'est pas le même que le mien, n'est pas le même que celui de Georgina, etc., etc. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement travailler sur des comportements individuels. Et là, pour le coup, il y a énormément de leviers dans le comité de Jeux Olympiques, que ce soit au niveau des athlètes, que ce soit au niveau du public qui va venir et que ce soit au niveau des différentes organisations. Là, vous avez beaucoup parlé des organisations et de la logique de budget et effectivement de la logique alimentaire, comment on peut, etc. Ce qui est absolument génial. Mais on peut aussi inciter les spectateurs à prendre plus les transports collectifs à l'intérieur de ces logiques-là. Alors, je sors de l'alimentation. Vous avez proposé un nudge concret ou pas à ce stade? Sur ces logiques-là, il y a eu des choses qui ont été proposées. Évidemment, elles ne me reviennent pas systématiquement en mémoire sur tout ça. Je peux peut-être répondre. Ah bah vas-y. Parce qu'en effet, il y a eu un travail des nudge fait dans la candidature, dans les projets des candidatures, pour montrer des choses, donner un peu la couleur de ce qui pourrait être fait. Et aujourd'hui, nous travaillons avec Citeo, justement, par exemple, sur une homogénéisation des poubelles. Ça peut paraître rigolo, mais en fait, si vous vous baladez entre Paris et disons, la Couronne, vous vous rendez compte qu'on ne parle pas des mêmes poubelles. Donc, pour nous, c'est déjà pas simple, imaginez, pour des visiteurs étrangers qui iraient d'un site à l'autre. Alors, on s'était dit que les Jeux étaient peut-être une occasion formidable pour faire en sorte que tous ces territoires se parlent déjà, indépendamment de leur couleur politique, et que, assistés par ceux qui savent faire, dans le courant Citeo, on puisse peut-être aspirer, en tout cas, à rapprocher les gestes des tris. Et qui dit geste des tris, dit une opportunité aussi de le faire de façon ludique, peut-être même sportive, que ça devienne un challenge. Et c'est sur ce type de choses que nous sommes en train de travailler. Il nous reste encore 2 ans, donc donnez-nous le temps d'avancer autant que ce sera possible. Mais c'est là où ça ne dépend pas que des organisateurs comme nous, ça dépend vraiment des territoires, ça dépend de la volonté des villes qui accueillent l'événement. Et merci parce que du coup ça m'a permis d'aller chercher un exemple qui répondait à votre question avec la logique aussi de Slow Food. Il y a un des nudges qui avait été proposé, et vous voyez que ça repose sur les organisations et notamment sur les restaurateurs. C'est un nudge qui est à destination du grand public qui va venir dans les organisations, qu'il va venir se restaurer, qu'on ait systématiquement des paniers préconçus avec un bilan carbone, des paniers à manger, des paniers repas préconçus avec un bilan carbone faible, sur lequel, en fait, comme ils sont préconçus, vous allez avoir très peu de queue et vous allez avoir un débit très rapide. Là où, si vous voulez avoir un repas normal et avec le nombre de CO2 que vous souhaitez, mais alors, je vais répondre à ça, avec le nombre de CO2 que vous souhaitez, en fait, vous avez juste la queue normale. Et donc, en fait, le fait de gagner du temps en allant
en prendre, ça va vous inciter à y aller, mais vous n'y êtes pas forcé, parce que si vous voulez prendre un repas qui soit très consommateur de CO2, il n'y a pas de problème, vous pouvez effectivement aller le prendre. Donc voilà un exemple. Et potentiellement, c'est des choses qui doivent être gérées du côté des restaurateurs. C'est-à-dire qu'effectivement, et ça rejoint la logique de scalabilité dont vous parliez. C'est, voilà une idée, que tous les restaurateurs s'en emparent, et ça aura de l'impact, qu'un seul le fasse, et ce sera une expérimentation. Question. Oui, merci. J'ai une question pour Nicolas Furet. En fait, vous parlez beaucoup de tri, mais est-ce qu'on ne peut pas parler aussi d'emballage lui-même? Parce qu'en fait, on ne voit pas tellement les progrès faits sur les emballages. Le vrac, le fait d'avoir des conditionnements standardisés pour pouvoir certainement remettre ça dans la chaîne de production. Voilà, on ne voit pas trop les progrès là-dessus. On parle beaucoup de tri, mais je voulais savoir ce qui pouvait être attendu prochainement en matière d'emballage. Alors, si j'essaye de résumer votre question, vous essayez de me demander si ça bouge du côté du réemploi, par exemple. Oui, ça bouge. Alors, peut-être pour revenir sur le recyclage déjà. On parle beaucoup du tri et du recyclage. On fait des choses aussi sur le recyclage, parce que dans notre bac de tri, à la fin de l'année, on pourra mettre tous nos emballages. Jusqu'à maintenant, sur les sujets du plastique, on pouvait mettre que les bouteilles et flacons. Eh bien, aujourd'hui, ça va nous permettre, quand on met tous ces emballages dans le bac de tri, d'avoir des volumes, de massifier ces volumes et de pouvoir mettre en face des investissements industriels pour bâtir des filières de recyclage pour ces plastiques et ces résidus qui, jusque-là, n'étaient pas recyclés parce qu'il n'y avait pas de volume récupéré dans le bac de tri. Donc ça, c'est déjà une chose importante, ça bouge. Citeo a lancé des appels d'offres cette année et qui devraient être attribués d'ici la fin de l'été et qui peut-être permettront de voir de nouvelles technologies s'implanter, comme le recyclage chimique, qui permettrait de revenir à une matière recyclée qui soit réintégrable au contact alimentaire, ce qui est assez recherché si on veut développer ces filières, en fait, les débouchés pour la filière, pour les matières recyclées. Sur le réemploi, le cadre réglementaire, il est en train en fait, d'être mis en place. Il est issu de la loi AGEC. Il y a des objectifs très ambitieux sur le nombre d'emballages réemployés à mettre en service. Je le disais tout à l'heure, les études d'impact, elles n'ont pas été réalisées. Donc elles sont en train d'être réalisées pour identifier où sont effectivement ces gisements d'emballages réemployables. Donc on est très en attente de ces travaux de l'ADEME qui sont en cours. Il y a bien sûr des industriels et des distributeurs qui sont lancés sur le réemploi déjà depuis plusieurs années et à des niveaux, à des échelles locales. Et nous, on essaye de développer de l'aide à la décision pour les entreprises, parce qu'on voit bien qu'on va passer d'une solution, qui était le recyclage, à de multiples solutions, et il va falloir comparer les intérêts environnementaux des différentes solutions. Et des fois, le réemploi va être bénéfique d'un point de vue environnemental, des fois non. Ça va dépendre à la fois du circuit de production, du circuit de distribution. Et puis, le réemploi, il ne suffit pas d'un dispositif de réemploi. Il faut qu'effectivement, les emballages soient réemployés. Et donc ça veut dire mettre en place derrière une organisation, une information du consommateur, un process de récupération, de lavage, de remise dans les magasins. Aujourd'hui, le sujet du vrac, on peut continuer à faire autant d'emballages, peut-être même plus d'emballages à usage unique avec du vrac, si on n'est pas capable de mettre en place des process avec des emballages effectivement réemployés, c'est-à-dire suffisamment d'incitation pour le consommateur à ramener son emballage à réemployer au magasin. Mais si je peux peut-être compléter, je pense que ce que vous souhaitez aussi communiquer, c'est que le meilleur emballage, c'est celui qu'on n'utilise jamais. Celui qui sont les meilleurs déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. C'est un vrai challenge aujourd'hui qui laissé passer. Parfois, vous avez des arguments sanitaires, vous avez tout un tas d'arguments autour de vous qui vous disent « Ah mais non, on a l'habitude de faire comme ça, alors pourquoi changer ?» Et nous nous sommes donné, par exemple, pour ces jeux, un objectif de réduire massivement le plastique usage unique. On a déjà un engagement de la part de nos partenaires, de ceux qui nous accompagnent dans cette aventure, de réduire de 50% le plastique usage unique.
dans tous les services de restauration. Ça, par exemple, ça veut dire changer complètement la façon de faire, la façon de servir un événement comme les nôtres. Donc, imaginez une logistique différente, travailler, par exemple, mettre en place des fontaines au lieu de juste vendre des bouteilles, des boissons. Ça veut dire imaginer, par exemple, qu'une restauration puisse être rapide parce qu'il en faut, et en même temps, pas dans des containers plastiques. La loi AGEC nous aide, certes, mais les solutions pour l'échelle dont on parle, elles ne sont toujours pas là. Donc, il faut continuer aussi à travailler, continuer à aider l'innovation, chose que Citeo fait énormément avec son Circular Challenge, d'ailleurs, que l'ADEME accompagne énormément. Nous dépendons aussi, en tant qu'organisateurs d'événements, mais aussi en tant que toutes les entreprises autour de nous, dépendent aussi de ces innovations. Peut-être deux petits compléments. L'emballage, il a une fonction, normalement, il a des fonctions sanitaires, il a aussi des fonctions de protection et qui vont venir permettre de lutter contre le gaspillage dont on parlait tout à l'heure, qui a un impact environnemental terrible. Le deuxième sujet, sur le réemploi, il faut aussi que le consommateur, il adhère et qu'il consomme avec ces nouveaux modes de consommation, sinon il ne se passera rien. Question. Attends, je vais en prendre une vers là-bas, monsieur. Excusez-moi, il y a beaucoup de questions, il ne reste plus beaucoup de temps. Bonsoir. Question à qui veut. Quel est le changement de comportement que vous avez envie de partager avec nous ce soir, qu'il soit à titre personnel ou d'un changement de comportement que vous avez observé, que vous trouvez particulièrement inspirant? Super. Question rapide de chacun. C'est quoi, Carlo? C'est quoi le changement de comportement spectaculaire? Alors, si tu me permets, je vais faire une demande. Je vais poser une question, après vous répondre. La question, c'est ça. Je suis à la Sorbonne. Je vais parler avec les jeunes. Ici, à la Sorbonne, quelle est la situation alimentaire de la Sorbonne? La cantine, vous avez une cantine? C'est à la Sorbonne? Oui, ils sont pas à la Sorbonne, mais il y a un restaurant universitaire. Et un restaurant universitaire. Cet restaurant universitaire, et quelle est la politique de cet restaurant? Quelle est la diète? Combien de viande il mange? Combien de gaspillage il a? La Sorbonne, il a un jardin potager pour produire l'alimentation. Alors, je suis allé aujourd'hui à la ville, comment ça s'appelle, la cité universitaire. La cité universitaire, il a 12 000 étudiants qui vivent dans cette cité université. Il a une cantine qui fait manger mauvaise et beaucoup de gaspillage. Il n'a pas un lieu pour acheter des produits locaux et bio. 12 000. C'est ça, nous allons parler des Olympiades, des Jeux olympiques. Comment on mange ici? Donc, Carlo, comment se mange ici? C'est ça, c'est la demande. Donc toi, ta suggestion, s'il y a un étudiant... Et ma suggestion, personnellement, c'est ça. C'est d'aller voir la cantine de la Sorbonne. Nous allons apprendre ce soir une impegnativa, comment se dire, une direction personnelle. Une initiative personnelle. De réduire de 50% les consommations de viande. 50%. Alors, c'est-à-dire que... viande rouge ou toutes les viandes? Toutes les viandes. Okay. Toutes les viandes. 50%. Okay. Donc ça, c'est l'ordonnance... C'est ça. Si c'est réalisé un mouvement comme ça, vous n'avez pas imaginé quelle est la révolution. Bon, la révolution. Là, alors, bravo, Christo. Il faut ça. Alors, en Italie, que c'est le même d'Italie, de la France, nous allons consommer chacun de nous 90 kilos par année. 90 kilos. Quand je suis à l'âge de 7-2, en Italie, en 1960, les Italiens consommaient 40 kilos de viande. Et il n'a pas une situation de malnutrition, je suis normal. En 50 ans, de 40 kilos à 90.
c'est ça, c'est un désastre. Mais aussi, il a la situation de santé qui va monter parce que si tu manges beaucoup de viande, il a des problèmes cardiologiques, et c'est ça. Alors, je pense que c'est nous tous ensemble, nous allons apprendre cette initiative qui fait bien à la santé et dans le même temps à la planète. Bon, on doit terminer vraiment dans Est-ce que quelqu'un a envie de poser sur la table une autre suggestion ou initiative forte? Une personne. Moi, je veux bien. Allez-y, vas-y. Et en fait, c'est un changement de comportement qui potentiellement a valu son prix Nobel à une des personnes qui a travaillé dessus, qui s'appelle Richard Thaler. C'est le jour où, dans les pays anglo-saxons, les gens ont commencé à cotiser pour leur retraite. Et pourquoi c'est important dans les logiques de développement durable? Parce que pourquoi on ne cotise pas pour notre retraite? Ce n'est pas parce que le taux d'épargne n'est pas assez élevé. C'est parce qu'on n'a pas envie de faire un effort maintenant pour en toucher les fruits plus tard. Et c'est exactement le drame de l'humanité aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas envie de faire des efforts maintenant pour pouvoir sauver l'humanité plus tard. Donc c'est pour moi un changement de comportement majeur parce qu'il combat un des biais qui est un des plus dangereux, qui s'appelle le biais du temps présent pour la survie de l'humanité dans des logiques de développement durable. Ok, super. Alors, je suis désolé parce que je suis rappelé à l'ordre par la Sorbonne, il est -2, donc c'est difficile de conclure un sujet qui n'est pas du tout conclu, sur lequel voilà, on a ouvert un peu le débat. Moi, ce que j'espère, en tout cas, c'est que pour avancer sur ce genre de sujet, il faut de la franchise. Et je trouve qu'on a eu beaucoup de franchise de la part de nos 2 étudiants. Pour avancer sur ce sujet, il faut de la passion, hein, on est d'accord. Il faut de l'innovation. Écoutez-moi. Alors, j'ai fait une invite à tous vous d'être heureuse, d'être joyeuse. Hein. Alors, la felicità. La felicità è la cosa molto importante. On ne peut pas changer le monde si tu n'as pas une félicité intérieure. Non. Alors, ce matin, il a été annoncé la présence d'Edgar Morin. Alors j'ai dit, oh que bien, je suis ami d'Edgar Morin, j'ai écrit un livre avec lui. Alors j'ai dit, je vais apporter les livres d'Edgar Morin. J'ai acheté des guaranas parce qu'il a demandé à Edgar Morin, comment vous avez vieillissement? Ah, je consomme le guarana. Ok, j'ai porté le guarana, je suis arrivé ici. Je téléphone à Edgar Morin, il dit, je suis très contente d'être ici parce que je te donne. Et il me dit, je suis à Marrakech. Oui, alors, les organisateurs m'ont dit qu'il avait oublié son intervention. Alors, pensez qu'une personne de 101 ans qui a l'opportunité de faire une conférence à la Sorbonne et va à Marrakech, c'est merveilleuse. C'est pas terrible pour le bilan carbone. C'est pas terrible. Alors, je termine ma conclusion, hein, Carlos, s'il te plaît. Donc, il nous faut de l'innovation. Et ça, je crois qu'elle a été bien portée. Et puis, il faut des entreprises et des institutions qui s'engagent en responsabilité. Là, on est quand même assez bien dans cette longue et sinueuse route. Merci à tous et à bientôt.